Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de la série Entrepreneurs on a Mission, la série qui va à la rencontre des entrepreneurs soucieux de durabilité. Une série d'itinéra qui donne la parole à ceux et celles qui ont choisi la voie de l'économie et de l'entreprise pour avoir un impact positif sur la société. L'objectif de ces rencontres est de partager leurs expériences, leurs enthousiasmes, leurs questions avec vous et de les amener sur la place publique puisqu'Itinéra est un think tank politique. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Pascal Vermeulen qui est un des fondateurs de Climact. Tout à fait. Voilà, qui est une entreprise qui accompagne des organisations et des gouvernements pour les aider à définir leur stratégie en matière d'adaptation climatique. C'est bien ça? Oui, enfin, quelques nuances quand même. D'abord, on n'est pas sur le sujet de l'adaptation. On est vraiment sur le sujet de la réduction. Donc, dans la science du climat, il y a vraiment deux grandes dimensions. Il y a l'adaptation, il y a la mitigation. Et nous, notre expertise, vraiment, c'est la mitigation. Donc, uniquement. Comment réduire? À ce stade, oui, uniquement. Je n'exclus pas qu'on doive malheureusement s'intéresser plus à des questions d'adaptation. Mais le cœur de l'activité de Climact, le cœur de son expertise aujourd'hui, qui a été construite en 15 ans déjà, c'est vraiment la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Alors, évidemment, l'un ne va pas sans l'autre. Ce sont deux aspects du climat qui sont très touchés, ou qui se connectaient en tout cas. Mais l'adaptation, c'est vraiment, OK, le changement climatique est là, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et donc, par exemple, on a le niveau des cours d'eau qui augmente, il faut remonter les ponts. Ça, c'est un exemple typique de l'adaptation. Ça nécessite des compétences et des expertises qu'on, pour l'instant, n'a pas développées chez Climact. Nous, notre première priorité, notre seule priorité, c'est réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et ça n'a pas changé depuis 15 ans. OK, alors on va y revenir. Mais d'abord, faisons connaissance. D'où venez-vous? Quel a été votre parcours? Comment en êtes-vous arrivé à créer Climact? Alors, bon, d'abord, qui je suis? Donc, moi, mon nom, c'est Pascal Vermeulen. Je suis ingénieur commercial de formation. J'ai deux enfants, enfin deux grands-enfants. J'ai tendance à dire que j'ai deux vies professionnelles. La première qui a commencé en 1993 et qui s'est terminée en 2007, où j'ai travaillé pour Unilever principalement. Donc, grande entreprise avec tout ce que ça implique, de bon et de perfectible. J'ai bien aimé cette période-là, j'ai beaucoup appris. C'était une période intéressante de ma vie. Et puis en 2007, j'ai eu la chance, et je mesure tous les jours cette chance, de changer complètement d'orientation professionnelle. Tout le monde n'a pas cette chance, donc je la mesure. Et ce changement, il fait suite à une conversation avec Dimitri Mertens et Hugues de Meulemester, dont je me souviens encore assez bien, au printemps 2007. Alors, il faut se remettre un peu. Le printemps 2007, il y a 15 ans, on est avant la première crise financière. On est tous les trois autour de 40 ans, eux un peu plus jeunes que moi. Et on se dit, tiens, maintenant qu'on a déjà beaucoup reçu, est-ce qu'on n'essaierait pas de faire un autre projet? Et est-ce que ce projet ne porterait pas sur le climat? À l'initiative, c'est vraiment Dimitri et Hugues. Et puis, voilà, ils ont souhaité me le proposer. Et comme je le disais, je leur en suis reconnaissant. Et depuis 15 ans, on est toujours là, tous les trois. On a entre-temps construit une équipe, on a développé une expertise, on a une réputation, on a beaucoup de projets à notre actif. Il y a encore énormément de travail. Mais en tout cas, pour moi, il y a un grand motif de satisfaction, c'est que les trois fondateurs sont toujours là, que l'entente est toujours de très bon niveau. Ça ne veut pas dire que de temps en temps, il n'y a pas des discussions un peu plus difficiles, mais on est toujours là, toujours engagés. Et puis, on a construit avec nous une équipe fantastique qui est probablement une de nos plus belles réalisations, puisqu'aujourd'hui, on est à peu près 35, une équipe très talentueuse, très reconnue, et qui, en effet, soutient aussi bien les gouvernements, mais aussi les entreprises. Donc, en fait, l'ensemble des acteurs de la société à réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Il y a énormément de choses qui ont changé chez Climact en 15 ans. Il y en a une qui n'a pas changé, c'est notre mission, c'est on veut travailler à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et est-ce qu'elle soit robuste, scientifique, est-ce qu'on évite absolument tout ce qui n'est pas cohérent par rapport à cette mission de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Avant de parler de l'entreprise, qu'est-ce qui vous a amené à travailler dans cette
ce domaine-là? D'où vient votre sensibilité à la question climatique? C'est une question que je me pose encore régulièrement. Je crois qu'il y a eu un effet d'aubaine, puisque j'ai eu cette fameuse rencontre dont je vous ai fait part. Je ne vous cache pas que moi, je suis sorti de mes études en Nantes. Vous avez une formation d'économie, c'est ça? Je suis ingénieur commercial et de gestion. J'ai choisi ces études-là, j'en suis content. Mais à l'époque, le climat, on n'en parle pas. C'était pas une priorité, non? J'ai travaillé pendant 15 ans dans un grand groupe qui aujourd'hui prétend être extrêmement en pointe sur les questions de changement climatique et de durabilité. On n'en parlait pas quand j'y étais. Je ne veux pas dire pour autant qu'il n'en parle pas aujourd'hui, mais c'est un sujet dont on ne parlait pas, ou en tout cas pas dans les cercles que je fréquentais, dans les années 90-2005. Et c'est pour ça aussi que je suis tellement reconnaissant à Dimitri en particulier et aussi à Hugues d'avoir mis ce sujet sur la table et d'avoir dit voilà, il faut qu'on aille et qu'on se mobilise sur ce sujet. En 2007, on est quand même assez précurseur, à part les milieux scientifiques. On est quand même dans les premiers à nous positionner sur ce sujet et à se dire aujourd'hui, tant les autorités publiques que les entreprises ne sont pas équipées. Elles ne connaissent pas leurs émissions de gaz à effet de serre. Elles ne savent pas ce qu'il faut faire pour réduire. Et donc, il y a vraiment un travail analytique, robuste à faire pour expliquer à une entreprise quel est son bilan, qu'est-ce qu'elle doit prendre en compte, qu'est-ce qu'elle ne doit pas prendre en compte, c'est données d'activité, quels facteurs d'émission à chaque fois sont concernés. Je vais essayer de ne pas être trop technique, mais vraiment de les aider à faire ce diagnostic. Je parle d'une entreprise, mais ça peut être aussi une région ou un État. J'en parlerai tout à l'heure quand on réexpliquera un peu les activités de Climact. Mais vraiment de prendre conscience de ça et puis surtout de voir ce qu'il est possible de faire, ce qu'il est nécessaire de faire pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et là, ce sont des efforts qui sont significatifs. On n'est plus du tout dans l'épaisseur du trait. Aujourd'hui, on doit réduire drastiquement, significativement les émissions de gaz à effet de serre. Ça nous concerne tous, aussi bien les autorités publiques que vous, que moi, que les entreprises, que la société civile, que les collectifs. Mais pour le faire correctement, il faut d'abord savoir de quoi on parle et savoir de quoi il s'agit. Et là, nous, chez Climact, on apporte une vraie contribution. Pour terminer, donc sur votre bascule, vos deux comparses vous ont convaincu de rentrer dans le secteur. Eux, ce sont des scientifiques? Alors, ni l'un ni l'autre. Dimitri Mertens, il est juriste. Juriste pointu et il travaillait sur des matières liées à l'environnement à la Cour européenne. Donc il avait quand même une certaine connaissance. Hugues, il est ingénieur civil et il a fait un MBA à Berkeley. Donc c'est quelqu'un de très rigoureux, de très structuré, de très analytique. Au début de Climact, on a fait appel à un comité scientifique, aussi parce qu'on était conscient de nos manquements. Et donc Jean-Pascal Van Ypersele, bien connu, nous a accompagnés. Aujourd'hui, il est moins présent, mais il reste attentif à nos travaux et on a des conversations régulières avec lui pour assurer que ce qu'on fait est en effet en ligne avec la science. Toutes les activités chez Climact sont pilotées par ce que la science indique de faire, et donc de réduire les émissions de gaz à effet de serre pour arriver en Europe, en 2030, à 55% de réduction par rapport à 1990. C'est divisé par 2, ce n'est pas banal, il faut vraiment prendre conscience de ça. Et pour aller vers le net zéro en 2050, c'est-à-dire tout ce qui est émis doit être compensé par de la capture de CO2 dans les forêts, dans les zones naturelles. Alors. Donc, pour répondre à votre question, pas de background scientifique dans l'équipe, mais une certaine lucidité. Et donc, on s'est fait accompagner par un comité scientifique. Et on a toujours veillé à être très attentif à ce que nos recommandations, que ce soit pour les autorités publiques, pour les ONG, pour les entreprises, soient absolument en ligne avec ce que la science recommande. Et c'est ça, pour en terminer là-dessus, mais parce que, en fait, si c'est intéressant, c'est parce que ce qui vous a convaincu peut aussi en convaincre d'autres. Ce qui vous a convaincu, c'est quoi? C'est la compréhension du danger, de l'importance, de l'engagement ou du travail là-dessus. Est-ce qu'il y a une dimension personnelle? Vous dites, OK, si les connaissants tels qu'ils sont, s'ils disent qu'il faut y aller, ça pèse dans la balance? Oui, ça pèse dans la balance. Donc d'abord, c'est un projet qu'on a monté tous les trois. Ce sont deux personnes dans lesquelles j'ai une confiance absolue. Je pense qu'entre nous trois, il y a des nuances. Et je ne positionnerai pas chacun maintenant, mais je pense que si on prend deux axes qui sont d'une part la volonté d'avoir un projet entrepreneurial et la dimension environnementale, on ne sera peut-être pas tous les trois aux mêmes endroits, mais on est animés tous les trois par la volonté, parce qu'on aurait pu faire ça dans une institution, on aurait pu rejoindre un grand groupe, j'aurais pu faire de la sustainability chez Unilever, pourquoi pas.
Ce n'est pas le choix qu'on a fait. Donc il y avait quand même cette notion de développer une activité, d'entreprendre, et qui est toujours présente, donc de créer de l'activité, mais avec une finalité qui est vraiment environnementale, et elle est même plus spécifique que ça, elle est climatique. L'entreprise Climact, elle est là pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et ça, c'est un projet qui nous relie tous les trois, et qui relie d'ailleurs toute l'équipe aujourd'hui. D'ailleurs, j'en veux pour preuve que dès qu'on a une décision stratégique à prendre, et ça nous arrive régulièrement, on la prend en fonction de 3 dimensions. Et la première de ces 3 dimensions, c'est l'impact émissions de gaz à effet de serre. Est-ce que faire ce développement stratégique, travailler avec ce client, monter ce projet, va contribuer à la réduction systématique et drastique et importante des émissions de gaz à effet de serre? Donc vous posez la question pour vous-même, pour vos propres choix. Voilà. Okay. Voilà. Est-ce que vous pouvez présenter l'activité que vous avez? Qu'est-ce que vous faites et peut-être surtout comment vous le faites? Alors, on a différents types d'activités, mais principalement on travaille avec des clients privés et des entreprises publiques, donc des gouvernements, des États, des États membres, la Commission européenne. Et on leur fournit des outils qui leur permettent de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre au travers de scénarios. Et ça, c'est vrai pour les entreprises comme pour les autorités publiques, c'est-à-dire, si vous voulez être à moins 55% en 2030 et à net zéro en 2050, que faut-il faire? Alors pour une entreprise, on prend l'ensemble de ses émissions, donc ce qu'elle a directement sous son contrôle, mais aussi dans sa chaîne de valeur. Je vais peut-être illustrer ça au travers d'un exemple. Il y a un grand groupe de distribution dont le siège social est situé en France, qui vient de décider que pour 2026, je pense, l'ensemble de ses fournisseurs devaient s'inscrire dans la logique que la science recommande pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Comment faut-il le faire? Là, on intervient. Donc, est-ce qu'il faut travailler sur la chaîne de froid? Est-ce qu'il faut travailler sur la logistique? Est-ce qu'il faut travailler sur l'offre des produits aux clients? Donc, quel est le contenu carbone de chacun de ces produits-là? Donc, il y a énormément d'axes qui peuvent être couverts. Est-ce qu'il faut travailler sur leur propre logistique? Donc là, on intervient et on regarde secteur par secteur ce qu'il est nécessaire de faire. On le fait pour le transport, on le fait pour la mobilité, pour le secteur des bâtiments, on fait le secteur pour la production d'énergie, pour l'industrie. Donc là, on le fait également, alors à une échelle plus large, pour des territoires. Donc on a fait par exemple les scénarios bas carbone de la Belgique. On les a fait pour la Flandre, pour Bruxelles, pour la Wallonie. La Belgique reste la Belgique. Mais on le fait également pour d'autres États membres, où là, l'équipe de Climact fournit des modèles très complets qui permettent vraiment de comprendre les implications de la transition bas carbone. Que vous avez élaboré ou que vous avez adapté? Voilà, alors ce sont des modèles qu'on a élaborés. On a élaboré ces modèles depuis 2010 à peu près, donc ça fait plus de 10 ans. Aujourd'hui, on a une équipe de 10 personnes qui ne s'occupent que de ça, de développer ces modèles, parce que ces modèles sont de plus en plus pointus, de plus en plus sophistiqués. Je vais vous donner un exemple. Si vous désirez basculer la mobilité vers une mobilité bas carbone, que faut-il faire? La première chose, c'est qu'il faut réduire la demande. Donc, il faut que les gens se déplacent moins seuls dans une voiture. Il faut qu'ils se déplacent à plusieurs dans une voiture ou qu'ils utilisent plus de transport public ou qu'ils utilisent la marche ou le vélo quand c'est des petites distances. Donc, il faut vraiment réduire la demande de consommation de mobilité individuelle thermique. D'une part, ce ne sera pas suffisant. D'autre part, il faut aussi utiliser des véhicules qui soient plus performants. Et là, toutes les questions qui sont liées à celles-là vont par exemple poser d'autres questions. Si on développe des véhicules électriques, ça veut dire quoi sur l'infrastructure d'électricité nécessaire pour les alimenter? Ça veut dire quoi sur les métaux rares qui vont être nécessaires pour fabriquer ces batteries? Donc il y a énormément de questions connexes et donc nos modèles deviennent de plus en plus spécifiques parce que les questions sont de plus en plus pointues. Et donc on constamment les améliore. Quel est le rôle de l'agriculture par exemple? Il y a 10 ans, le rôle de l'agriculture dans les transitions bas carbone, je ne vais pas dire qu'on ne le regardait pas, mais c'était beaucoup moins dans le radar qu'aujourd'hui. Donc on voit qu'il y a de nouvelles questions qui apparaissent et qu'il faut vraiment traiter ces questions avec beaucoup de sérieux. Et ça, c'est ce qu'on essaye de faire chez Climact. Enfin, c'est ce qu'on fait chez Climact. On traite ces questions avec beaucoup de sérieux. Donc c'est une équipe, comme je l'ai déjà dit, très, très talentueuse, mais aussi très structurée, très rigoureuse, très analytique. Donc on a aussi beaucoup d'humilité, on présente des chiffres aux industriels et on est toujours à l'écoute des industriels s'ils ont une meilleure information que la nôtre. Évidemment, on la revérifie chaque fois. Mais donc on produit des modèles analytiques qui sont open source. Donc si vous avez une meilleure hypothèse que moi sur le coût d'un véhicule électrique en 2030, je serais bien naïf de ne pas prendre votre hypothèse. Et donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on fait chez Climact. On est structuré, on est analytique, mais on parle aussi avec toutes les parties prenantes.
Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec toutes les parties prenantes, mais en tout cas, on souhaite avoir des modèles que chacun peut utiliser, que ce soit une fédération, que ce soit un gouvernement, que ce soit une industrie, que ce soit un mouvement environnemental. Si, mais comment vous travaillez sur la dimension stratégique et dans la gestion de projet, dans l'accompagnement, la mise en œuvre des stratégies. Et là, vous dites, vous travaillez en fait sur le cœur des problèmes, mais aussi en amont, en aval. Donc vous avez vraiment une approche systémique. Oui. Quels sont les points, et puis en plus vous travaillez avec des organisations ou bien avec des systèmes politiques, des territoires, etc., des fédérations. Est-ce que vous avez pu, à travers le temps et par la diversité et de niveaux et d'interlocuteurs, identifier des points qui sont clés dans l'action systémique et en quelque sorte des conditions de succès qui pourraient peut-être être identiques en fonction des différents cas? Oui, certainement. Bon, alors peut-être juste pour nuancer systémique, notre prisme reste le climat. Et l'autre face de la pièce du climat, c'est l'énergie. Donc sur le climat et l'énergie, l'équipe du climat était vraiment très calée. Dès que j'ai parlé tout à l'heure des matériaux, bon, ben là on arrive un peu aux limites de ce qu'on peut faire. Et on travaille alors avec des partenaires qui peuvent compléter ce que nous on a comme analyse. Donc par exemple, si je reviens sur l'exemple de la mobilité, il y aura en 2030 autant de véhicules électriques ou il y aura autant de pompes à chaleur. Voilà ce que ça veut dire pour le volume d'électricité à produire. Cette électricité doit être produite en étant zéro carbone et donc il faut utiliser tel type de technologie pour qu'elle soit zéro carbone. Donc tout ça on fait. Maintenant, on n'est pas systémique dans le sens où on ne couvre pas, voilà, par exemple, sur des questions comme la biodiversité, des questions comme l'eau. Là, on est en dehors de notre zone de travail. Sur la question que vous posez, qui est la question climatique, vous avez une approche des systèmes, quoi. Oui, oui. Et alors, probablement que ce qui peut décoincer, c'est à la fois la connaissance des concepts, mais aussi la pratique. D'accord. Je vais essayer d'illustrer ça au travers d'un exemple. Un de mes collègues a développé avec beaucoup de succès une approche sur le secteur des bâtiments. Alors, dans les concepts, ce que nous, on dit, c'est qu'il faut rénover 3% des bâtiments, on aime à peine à 1%. Et non seulement il faut rénover 3% des bâtiments, mais il faut les rénover en profondeur. 3% par an 3% par an, de maintenant à au moins 2030 et même au-delà. Et seulement si on arrive à faire ça, on mettra le secteur des bâtiments sur la trajectoire bas carbone sur laquelle ils doivent être. Ça, c'est les aspects conceptuels. Oui. Et quel type de label, pour quel type de bâtiment, par quel type de travaux, comment les financer, par quoi commencer, tout ça, c'est la partie conceptuelle. Ce que parvient à faire ce collègue, c'est qu'il a identifié, par exemple, qu'il y avait donc il y a des problèmes d'offres, il y a des problèmes de demande, il y a des problèmes dans les bâtiments publics, enfin, il y a des questions plutôt, il y a des opportunités dans tous les secteurs. Il a clairement identifié qu'aujourd'hui, on n'y arriverait pas, à la petite semaine comme on est occupé maintenant, qu'il fallait un scénario disruptif. Et ce scénario disruptif, c'est la rénovation par quartier. Donc plutôt que dans une rue, chacun s'y mette à son tour, est-ce qu'on n'aurait pas une approche plus intelligente de rénovation par quartier ? Ce collègue porte un projet de rénovation par quartier. Donc il est capable à la fois de travailler sur les aspects conceptuels, mais aussi de travailler sur, bon, ça implique, si on veut arriver à 3% de rénovation profonde, de rénover par quartier. Et il fait un projet pilote. Et donc pour répondre à votre question, ce qui permet de débloquer, c'est de montrer par l'exemple, ici le projet pilote, que ça marche. Et là, ce qui est assez puissant dans son analyse, et de nouveau c'est tout le crédit pour lui, c'est qu'aujourd'hui dans les textes gouvernementaux, ces projets sont identifiés et on indique que grâce à l'expertise qu'on va développer, parce qu'en faisant ce projet, on va se rendre compte de toutes les difficultés qu'il représente, comment est-ce qu'on fait pour que les infrastructures ne soient faites qu'en une fois, comment est-ce qu'on convainc tout le monde dans la même rue de rénover sa maison au même moment, ce n'est pas des questions triviales. C'est parce qu'on leur a démontré dans la vraie vie qu'on aura la possibilité de faire un scale-up de ça. Donc moi, je crois très fort à ça, à la valeur d'exemple. Je pense qu'il faut, voilà, chacun dans nos zones de responsabilité, dans nos zones de compétences, et que ce soit un chef d'entreprise, que ce soit une autorité publique, montrer l'exemple. Et là, c'est vrai que parfois, dans les moments où je suis un peu plus critique, au niveau, voilà, je pense qu'il y a encore énormément de travail sur, au-delà du déclaratif, vraiment aller dans l'implémentation et probablement prendre quelques décisions qui sont courageuses. On l'a vu en Belgique, c'est très compliqué de développer l'infrastructure du RER parce qu'il y a des aspects de permitting qui sont quand même un petit peu surréalistes. On a un peu ça aussi dans le développement de l'éolien onshore. Donc là, je crois aussi que l'autorité publique doit intervenir peut-être, c'est jamais très populaire de dire ça, mais en étant un tout petit peu plus directive sur ce qu'il faut faire pour
résoudre, résoudre, ou en tout cas atténuer le dérèglement climatique. Donc pour répondre à votre question, je crois qu'il n'y a pas d'abord, il n'y a pas une réponse simple. Ce serait, en tout cas, je n'ai pas du tout envie, moi, de dire qu'il y a une recette magique. Je pense qu'il faut vraiment des projets pilotes et qu'il faut prendre des risques, il ne faut pas hésiter, essayer des choses et puis voir ce que ça donne et constamment les améliorer. Il faut aussi que l'autorité publique probablement réfléchisse à... Le problème de l'autorité publique, c'est qu'elle est confrontée à des décisions de court terme, mais c'est des enjeux de moyen terme dont on ne voit pas bien les effets. Enfin, on a eu évidemment les inondations à l'été dernier, on a les sécheresses cette année, donc les effets maintenant malheureusement sont visibles. Mais l'autorité politique, elle n'a pas facile d'avoir un discours qui l'amène à être réélu et en même temps de dire qu'il y a des choses, des comportements qu'il faut vraiment re-questionner. Elle a un rôle à jouer, ce n'est pas la seule, on a tous un rôle à jouer. Personnellement, ma conviction profonde, c'est qu'il y a un certain nombre de comportements qui ne sont plus possibles si on veut être sérieux par rapport à l'atteinte des objectifs climatiques. Et je prends souvent l'exemple des low cost, que ce soit en avion ou dans d'autres moyens de transport, ou le fait que le train n'est pas du tout fiscalisé de la bonne manière par rapport à d'autres moyens de transport. Donc il y a beaucoup de choses à faire de la même manière sur les véhicules de société en Belgique. Il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses qu'on dit déjà depuis un certain temps. Le politique devrait les activer, quitte à perdre un peu de popularité, probablement en expliquant aux gens les raisons pour lesquelles il le fait. Prenant appui ou rebondissant sur ce que vous venez de dire en matière d'exemples ou de projets, d'importance du projet pilote, et sur cette difficulté qu'a parfois le politique à travailler à moyen terme, est-ce que vous pourriez donner un exemple de succès, quelque chose qui a vraiment bien marché et qui donc a été un projet pilote réussi et qui peut-être a permis d'avoir un effet de levier pour passer dans une logique de moyen terme pour le politique en disant ok, ça va prendre un peu de temps, mais on a déjà prouvé maintenant que ceci fonctionne, donc allons-y. Auriez-vous un exemple ? Je vois certains exemples. Je pense que ce qui se passe aujourd'hui au niveau notamment de la permaculture commence à avoir de beaux résultats et que le politique se l'approprie et se rend compte qu'il est possible de prévoir une autre alimentation sans pour autant faire en sorte que les agriculteurs ne s'y retrouvent pas. Donc là, je vois des projets pilotes qui ont l'air quand même d'être assez porteurs. C'est pas marginal et peut-être un peu condamné à rester dans la... Être marginal, c'est pas grave. Mais est-ce qu'il n'y a pas le risque que ça reste dans la marge, ça ? Le gros de la transition agricole, ça va quand même passer par les grosses fermes. Mais ça, je n'en suis pas sûr. Non ? Non, ça vraiment, je n'en suis pas sûr. Alors, je ne suis pas la meilleure personne pour vous répondre à cette question, mais ce que je vois des signaux dans le marché, c'est que... Je veux dire par la transition des grosses fermes, hein, pas par les grosses fermes telles qu'elles existent. Mais non, bien sûr, mais certainement qu'elles auront un rôle à jouer. Mais je pense quand même qu'on voit émerger des modèles qui font que le rôle des grandes entreprises classiques est remis quand même profondément en question. Donc là... Y compris en agriculture ? Oui, y compris en agriculture. D'accord. Oui. Maintenant, j'espère ne pas me tromper, mais je suis plutôt assez enthousiaste sur ce secteur-là. Et alors, il y a un exemple qui est assez frappant. C'est un exemple aux Pays-Bas où je parlais de la rénovation par quartier. Ils sont vraiment parvenus, et ça, c'est vraiment quelque chose dont on doit s'inspirer. Alors, je sais bien que la Belgique et les Pays-Bas, ce n'est pas la même culture, ce n'est pas les mêmes institutions. Mais franchement, ils ont fait un très grand travail de mise en commun des besoins et des attentes de l'ensemble des acteurs, que ce soit les acteurs industriels, que ce soit les gens qui sont bénéficiaires des logements, que ce soit les gens qui écrivent les lois. Ils ont mis ça ensemble et ils ont créé un projet de rénovation par quartier. Alors évidemment, chaque pays est différent, il y a ses spécificités, mais qui est vraiment un grand succès parce que là, ils y vont de manière industrielle, ils font de la rénovation profonde de manière industrielle sans pour autant que les occupants soient mis dans une situation d'inconfort. Et donc, ils parviennent à réconcilier l'ensemble des questions et ça, c'est par un gros travail de mise en commun, d'intelligence collective, de respect, mais aussi d'atteindre un objectif qui est la rénovation profonde de grands ensembles. Et dans un modèle économique qui est tenable pour les pouvoirs publics ? Voilà, parce que justement, ce qui est bien dans ce modèle-là, c'est qu'ils ont pris le temps d'entendre toutes les demandes des différents acteurs et de les réconcilier. Et donc, ça n'est pas porté uniquement... Donc, les industriels s'y retrouvent aussi parce qu'ils ont des solutions industrielles. Les pouvoirs publics s'y retrouvent parce qu'au lieu de rénover à la petite semaine, ils le font à grande échelle. Les occupants s'y retrouvent parce qu'ils bénéficient de logements isolés. Donc, ce sont vraiment des équations où l'ensemble des parties prenantes peut s'y retrouver. Okay. Merci. Donc, c'est un très beau modèle qu'on essaye. Voilà, je sais qu'aujourd'hui, ils essayent de l'exploiter dans d'autres États membres. Alors, c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de barrières. Donc, il faut persévérer. C'est aussi d'ailleurs un sujet c'est un mot que je suis content de pouvoir placer dans la conversation parce que je pense qu'une des réponses aussi à l'aspect systémique et à l'aspect enjeu,
c'est persévérer et ne pas se décourager. Avant de passer à l'autre phase de la question, cette articulation entre une clarté conceptuelle, une bonne appréhension mesurée des faits et des projets pilotes, vous pensez que c'est quelque chose qui... c'est une méthode qui peut être largement partagée ou bien c'est spécifique à votre secteur ou votre entreprise? Est-ce que d'autres entrepreneurs peuvent prendre cette clé-là? À mon avis, c'est largement partagé, Okay. vraiment. À l'inverse, est-ce que vous voyez un échec dans vos 15 ans dont vous avez tiré quelque chose que vous pouvez partager avec d'autres? Alors, oui, je pense que... Alors, échec, c'est un mot toujours un peu dur. J'exprimerais ça peut-être plus comme un regret. Vous l'aurez compris, Climact, à mes yeux, est une boîte fantastique. Je mesure tous les jours la chance d'y travailler avec l'équipe sur les projets sur lesquels on travaille, qui ont un vrai sens. On fait la différence à notre niveau sur les enjeux sur lesquels on bosse. Et en cours de route, en 15 ans, et c'est inévitable, il y a des gens qui nous ont rejoints, il y a des gens qui sont partis. Et là, c'est vrai que j'ai l'un ou l'autre regret. Il y a l'une ou l'autre personne qui a quitté Climact et où je les verrais encore bien avec nous aujourd'hui. C'est individuel ou ça tient à Je crois que c'est l'entreprise? plus qu'individuel. Je crois que c'est aussi... Alors, on s'est beaucoup remis en question à ce moment-là. C'était... Bon, alors c'est toujours un peu conjoncturel. Il y a eu un moment où on a eu énormément de travail. On a parlé des modèles tout à l'heure. Vous imaginez bien que quand vous couvrez l'ensemble des secteurs, l'ensemble des leviers... et l'ensemble de la littérature, c'est colossal comme travail. Donc il y a une charge de travail extrêmement élevée, une pression extrêmement élevée, et probablement qu'on n'a pas trouvé toutes les bonnes recettes. Et là, voilà, c'est une responsabilité que j'assume et dont je ne suis pas fier. Voilà, c'est un regret. Et qui a fait qu'on a peut-être, ce que j'ai appris de ça, parce que c'était votre deuxième question, c'est qu'on doit constamment repréciser ce qu'on offre, ce que Climact peut proposer, en toute transparence à ses collaborateurs et ce qu'on ne peut pas proposer. Je pense qu'il y a eu un moment dans notre histoire où, et peut-être encore maintenant, qu'on doit encore continuer de s'améliorer là-dessus, où il y a peut-être eu une forme de flou et donc on est parti dans des directions peut-être pas complètement les mêmes et qu'on s'en est pas bien rendu compte ou quand on s'en est rendu compte, c'était tard. Donc ça reste un regret, oui. Est-ce qu'il y a une sorte peut-être d'effet de bulle d'enthousiasme? C'est un projet très enthousiasmant et donc je pense. On peut venir ici brûler comme jeune travailleur, par exemple? C'est possible, mais je n'ai pas envie de mettre je crois que c'est la responsabilité du management aussi de trouver les clés par rapport à ça. Évidemment qu'on a un projet enthousiasmant, mais enfin, voilà, moi, je vous mentirais en disant que je ne suis pas inquiet du changement climatique. Je suis profondément inquiet. Mais je suis aussi, à ma petite échelle, extrêmement fier ou extrêmement heureux, plus que fier, de travailler avec cette équipe sur ces enjeux-là, parce que je pense que ce sont des gens comme ceux-là qui vont trouver une partie de la réponse. Et donc, même pour refaire le modèle dont on a parlé tout à l'heure sur l'agriculture, j'aimerais que Climact puisse continuer à grandir et à se développer. L'exemple que j'ai pris dans le secteur des bâtiments, il y a plein d'autres secteurs où il faudrait parvenir à faire ça. Ça nécessite des ressources et des ressources engagées, mais en effet, il faut essayer de trouver les bons curseurs par rapport à l'enthousiasme, par rapport au phénomène d'éco-anxiété. Il faut pas nous, on est tous les jours dans les chiffres, donc on voit bien qu'on n'y est pas du tout. Donc on a maintenant quand même un peu de recul et on a fait des analyses depuis plus de 10 ans et aujourd'hui, les progrès ne sont pas du tout à la hauteur des enjeux. Donc ça pourrait créer de l'éco-anxiété. Ça en crée probablement. Je pense qu'il faut continuer. C'est pour ça que j'insiste sur la persévérance. Je crois que ça ne sert à rien de se contenter de ça. Il faut continuer à essayer de trouver les clés. Et c'est pour ça que ces projets pilotes sont tellement porteurs. Le temps file. Deux questions pour terminer. Si vous aviez un élément concret, précis à dire à la jeune génération qu'on voit monter avec une attention à la question climatique qui est particulière, avec l'expérience que vous avez, vous auriez envie de leur dire quoi? De façon la plus précise possible. D'aller où? De faire quoi? De garder quoi en tête? Moi, j'ai envie de leur dire continuez, engagez-vous. Ça, c'est assez général. C'est assez général, mais ne vous laissez pas faire. Je pense qu'on peut remettre beaucoup de choses en question. Les jeunes aujourd'hui le font, mais et en même temps, je suis toujours un peu mal à l'aise avec cette question parce que ce n'est pas les jeunes et les pas jeunes. Je crois qu'on a tous une responsabilité à assumer par rapport au dérèglement climatique. Les jeunes, moi, je leur suis reconnaissant de leur activisme, il est important.
Je les encourage à se rendre compte que tout ne change pas. Mais tant qu'ils peuvent questionner l'inertie et qu'eux-mêmes peuvent, à titre personnel, s'impliquer dans la transition, je ne peux que les encourager à le faire plus encore. Il faut interpeller les politiques, il faut s'engager en politique aussi. Bon, moi, je ne l'ai jamais fait, je n'ai pas ce courage-là. Il faut respecter les politiques. Mais il faut faire... En fait, je crois que les jeunes, ils doivent se dire dans quelle société est-ce que j'ai envie de me développer et comment j'ai envie de contribuer. Et trouver cet équilibre entre contribuer, mais aussi recevoir de ce que la société peut nous offrir. On a quand même une chance assez extraordinaire en Belgique et en Europe de vivre dans les conditions dans lesquelles on vit. Donc soyons respectueux de ça et prenons-en soin. Et si on change de public, quelles questions, qu'est-ce que vous aimeriez dire aux politiques? Vous les fréquentez, enfin en tout cas vous avez bon nombre d'interlocuteurs publics. Oui. Quels seraient les points d'attention que vous voudriez mettre sur la table, là aussi de manière la plus précise possible? Vous avez de la bouteille là, vous avez travaillé... Moi j'ai envie de les encourager à plus de courage. Ma conviction, c'est qu'il faut travailler sur la norme, je l'ai déjà dit tout à l'heure. Je pense qu'il faut aussi travailler sur l'aspect économique. Ça ne veut pas dire que tout le monde doit payer plus cher. Il faut réfléchir à des politiques de redistribution intelligentes. Et il faut aussi travailler sur les valeurs. Il faut expliquer aux gens ce qui est en jeu. Avec le changement climatique, la prospérité va disparaître. Hein. Si on n'adresse pas le changement climatique, il n'y aura plus de prospérité. Et donc, moi, ce que j'ai envie de dire aux politiques, c'est est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous êtes conscient de ça? Mais vraiment conscient. Donc, ce que j'ai envie de leur dire, c'est formez-vous. Rendez-vous compte de ce qu'il en est. Et il m'arrive de parler à des politiques où, en termes de contenu, j'ai encore quelques questionnements. Donc, ma première recommandation, ce serait formez-vous, écoutez ce que les experts vous disent, les experts de vos administrations, les scientifiques, et en fonction de ça, prenez des décisions courageuses. Elles seront peut-être un peu impopulaires, mais voilà, vous serez après content de votre contribution. C'est aussi ce qui est attendu de votre part. Merci. Merci à vous. Un grand merci pour cette conversation. Et merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt.